Bien, bonjour à tous. Donc je suis Candice Leloup et je suis cofondatrice de Green Surf, qui est une spin-off qui est notamment spécialisée dans l'accompagnement et la mise en œuvre de projets d'agriculture urbaine en Belgique, mais également au Luxembourg et en France. Donc aujourd'hui, je vais vous parler principalement des aspects techniques de l'agriculture urbaine. Donc l'idée ici, c'est de vous donner quelques points d'attention sur les techniques qui sont à prendre en compte dans vos projets et qu'il ne faut pas négliger. On va donc voir rapidement donc le timing et la méthodologie que l'on utilise, quelques rappels techniques et quelques points à anticiper pour les travaux. En termes de timing et de méthodologie, euh, il n'est jamais trop tôt pour parler d'agriculture urbaine dans les projets. Euh, Surtout si c'est lié à un projet immobilier, il faut réfléchir à cette problématique d'agriculture urbaine dès le départ, dès l'avant-projet sommaire. Parce que sinon, on se retrouve, il faut pouvoir échanger avec les différentes équipes autant que on y réfléchit avec les bureaux de stabilité, avec les bureaux de techniques spéciales, parce il y a des échanges nécessaires avec toutes les parties prenantes, autant qu'avec le propriétaire ou le futur producteur. Donc, bien sûr, c'est au niveau technique, tout bien ce que vous l'aurez bien compris, mais on peut aussi réfléchir, si ce n'est pas déjà définitif, à l'orientation du bâtiment pour que on puisse avoir suffisamment d'ensoleillement pour le projet d'agriculture urbaine, de pouvoir réfléchir à plusieurs options aussi, puisque si on arrive à la toute fin du projet et qu'on peut juste constater de la place qui a été laissée sans y avoir réfléchi, en général, on ne peut faire que ce qui est... enfin, on ne peut pas réfléchir à plusieurs options. Et donc, quelque chose aussi qui est important à se poser comme question, c'est est-ce que un projet d'agriculture urbaine est pertinent ou pas dans le projet? Parce que cette question doit aussi se poser. Si on se retrouve avec un avant-projet qui a déjà été déposé en termes de demande de permis, en général, on n'a plus aucune marge de manœuvre. On se retrouve avec une surface qui a été imaginée là où il restait de la surface qui n'arrangeait personne d'autre. Et donc, voilà, souvent, c'est très, très compliqué. Un exemple, permis de bâtir qui est rentré et où l'architecte a prévu une zone de 800 mètres carrés pour de l'agriculture urbaine. 800 mètres carrés bruts morcelés, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas faire de projet agriculture urbaine dans de telles conditions. Donc, c'est très important d'avoir réfléchi avec toute l'équipe avant. Donc l'idée, c'est de partir avec une feuille blanche, comme l'architecte part d'une feuille blanche pour son bâtiment, comme le paysagiste part d'une feuille blanche pour les aménagements extérieurs, et comme les bureaux d'études prennent aussi part de la feuille blanche pour analyser les besoins techniques et proposer des solutions techniques. Que ce soit, on peut envisager de l'agriculture urbaine dans des projets de logement, comme des projets aussi de zones d'activité économique, voilà, ou des zones mixtes, ou peu importe, mais en tout cas, comme Caroline l'a dit tout à l'heure, l'agriculture urbaine, elle est principalement dans des zones qui, au départ, n'avaient pas été réfléchies comme de l'agriculture urbaine. Et donc, bien sûr, les contraintes sont nettement plus importantes et nettement plus complexes que si l'on arrivait sur une terre d'un hectare qui avait toujours servi à de l'agriculture. En termes de méthodologie, on va donc procéder comme un projet lambda, standard, hein. On va travailler sur un avant-projet avec des analyses de contexte, avec des choix de scénarios en termes de gestion, en termes techniques. Et puis ensuite, on va, sur base du scénario choisi, faire une étude plus poussée, détaillée,
pour aller ensuite vers le projet, donc dossier d'exécution et puis le suivi de chantier éventuellement dans le cadre d'agriculture urbaine, de la formation, de la gouvernance, et de l'accompagnement post, mise en œuvre. Hem, Comme je vous l'ai dit, la question n'est pas tant de savoir si, il est faisable d'intégrer de l'agriculture urbaine, mais plutôt comment et pourquoi intégrer de l'agriculture urbaine? Hem, Parce qu'en fait, on peut envisager un potager collectif sur 200 m², par exemple. Par contre, sur la même surface, jamais il n'est envisageable d'avoir quelque chose de rentable et de professionnel. Quelle que soit la technique. On dit souvent que, les techniques hors sol sont, plus rentables parce qu'elles permettent plus de rendement. Elles nécessitent souvent aussi beaucoup plus d'investissement et donc au final, il y a là aussi un besoin d'un minimum de surface et puis, plus vous êtes en hors sol, plus les contraintes techniques sont importantes. Donc là aussi, c'est quelque chose qui doit être, bien réfléchi. On parle souvent aussi de surface minimum, mais cette surface minimum, ce n'est pas la même chose si vous avez, une surface, d'un seul tenant ou si la surface, elle est morcelée en plusieurs toitures, par exemple. Il faut penser que l'agriculteur urbain, pour lui, monter et descendre à chaque fois sur une toiture, surtout si parfois les conditions d'accès aux toitures ne sont pas correctement pensées, c'est d'autant plus de difficultés pour lui, de perte de temps et donc souvent du coup, de perte de chiffre d'affaires donc il va toujours préférer, une solution où il peut avoir une surface d'un seul tenant qu'une surface, très morcelée. Et puis aussi, pour ceux qui ont l'habitude d'avoir une réflexion, sur des projets immobiliers, il faut toujours garder à l'esprit que le prix au mètre carré d'un projet d'agriculture urbaine en secteur agricole, mais aussi du coup en secteur non agricole, n'est pas le même que, le prix au mètre carré d'une surface identique, valorisée par un projet immobilier et donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut toujours faire très attention. On a parfois des porteurs de projets immobiliers qui nous disent: «Bah, tiens, je veux rentabiliser ma surface» et qui s'imaginent qu'ils vont pouvoir, revendre ou louer cette surface au même prix qu'ils auraient vendu du mètre carré d'appartement. Bien sûr, c'est quelque chose qui est inimaginable en agriculture urbaine. L'agriculteur urbain ne peut pas se permettre de s'offrir des prix au mètre carré, avec, des prix d'immobilier donc là-dessus aussi, il faut faire très, très attention. Hem Tout à l'heure, Caroline a exposé les différents types, d'agriculture urbaine. Donc il y a bien sûr les techniques hors sol et les techniques, heu, en pleine terre. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Dans ce qui est hors sol, déjà la culture en bac, c'est considéré comme hors sol. À partir du moment où vous n'êtes pas sur la couche mère, c'est considéré comme de l'hors sol. Il y a aussi donc du coup tout ce qui est hydroponie, aéroponie, aquaponie et puis tout ce qui est, reproduction de pleine terre sur une dalle, par exemple. Et puis on distingue aussi les différentes typologies, de projets en fonction du mode de gestion, les micro-fermes, les terrasses comestibles, les jardins collectifs et cetera. Hem, un petit rappel aussi, des bénéfices par famille, de type de projet puisque, chaque, projet va avoir des avantages et des inconvénients et bien sûr, si vous êtes en hors sol et que vous êtes dans une cave, vous n'allez pas avoir les mêmes attraits pour la biodiversité que si vous recréez, une couche de terre arable, en hors sol, mais à l'extérieur. De même, l'aspect lien social ne sera pas le même si, vous créez un système professionnel que, si vous, créez un jardin collectif ou si c'est, à objectif de réinsertion professionnelle. Donc, vous avez ici un tableau qui permet de voir un peu, les types de bénéfices en fonction du type de projet. Alors
en venir vraiment aux points techniques sur lesquels il faut vraiment faire attention. Ils sont bien sûr différents qu'on soit en pleine terre ou en hors-sol. Néanmoins, certains, vous le verrez, reviennent, quel que soit le type de technique possible. Déjà, il y a bien sûr la superficie qui va être différente si on veut faire du potager collectif ou à but privatif, que si on veut avoir une surface économiquement rentable pour un projet professionnel. Bien sûr, si vous êtes en pleine terre, il faut se poser la question de l'état du sol, quelle est sa qualité agronomique, mais bien sûr aussi la pollution potentielle dans le sol, surtout si l'on veut s'installer sur une ancienne friche, puisque parfois on peut se dire, tiens, on a une belle surface au sol, et puis on se rend compte que le sol est pollué, et donc il faut trouver d'autres techniques pour pouvoir utiliser la surface. Le degré d'ensoleillement, bien sûr, et les ombres portées par les habitations qui sont autour, très importantes en ville. Et puis les accès à la parcelle à ne jamais négliger, puisque ben, si vous êtes, même si vous avez une surface de pleine terre, si elle est enclavée entre des bâtiments et que c'est très très compliqué parce qu'il faut posséder 3 digicodes pour pouvoir y accéder, hein, ce sera compliqué pour un professionnel et de pouvoir se faire livrer ou d'autres contraintes. Ne pas négliger aussi, bien sûr, la déclivité du sol. En hors-sol, bien sûr, toujours la superficie. Ça, c'est quelque chose qui est d'office dans tous les projets. L'orientation, l'ensoleillement aussi, également. Ce qui va être différent dans tout ce qui est hors-sol, notamment les toitures, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait, la surface brute versus surface nette. C'est-à-dire que vous voyez ici sur l'image de gauche, une toiture sur laquelle on a très très peu d'aspects techniques qui viennent s'ajouter. Ce sera beaucoup plus facile de mettre un projet d'agriculture urbaine que si on doit zigzaguer entre les panneaux solaires ou les aspects techniques d'un ascenseur, de climatisation ou quoi au caisse. Donc, la surface nette est très, très importante. Là aussi, dès qu'on est en toiture, il y a les aspects sécurité, puisque ben, il est évident que à partir du moment où, que ce soit pour accueillir du public ou même juste accueillir le professionnel, il faut bien sûr s'arranger pour qu'il ne lui arrive rien et qu'il n'y ait absolument aucune problématique de sécurité en termes d'accès, mais aussi en termes d'utilisation de la toiture. Ce serait dommage qu'il se retrouve quelques mètres plus bas parce qu'à un moment donné, la sécurité n'a pas été pensée correctement. Les accès en eau, bien sûr, en essayant de récupérer le plus d'eau de pluie. Et puis l'électricité, puisque même si on utilise quand même des petits outils agricoles électriques. Et donc, voilà, c'est souvent important d'avoir un accès à l'électricité. L'importance, elle va varier d'un type de projet à l'autre. Ça peut aller de 150 kg par mètre carré jusqu'à 1000, voire 2000, 2500 kg au mètre carré en fonction des techniques utilisées. Plus vous allez avoir besoin de techniques de serre, de systèmes de type aquaponique, etc., plus la portance nécessaire sur le bâtiment va être importante. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est qui n'est pas à négliger. Souvent, si on arrive à la fin, quand tous les permis ont déjà été demandés, cette portance, elle n'a pas suffisamment été étudiée et en général, on se rend compte que ce qui avait été envisagé n'est pas du tout faisable. Bien sûr, il faut aussi prévoir d'autres infrastructures nécessaires que les infrastructures de production, les chambres froides, le local technique, un bureau d'accueil et ce genre de choses.
Voilà, quelques images d'hydroponie et de façon de faire de l'hydroponie. Donc là aussi, vous voyez qu'en termes de façon de technique de production, il y a sous le terme hydroponie plusieurs sous-techniques possibles. Je vais rapidement passer là-dessus puisqu'il y a pas mal de choses que j'ai déjà dites concernant l'hydroponie, donc comme toutes les techniques hors sol. Hem, En hydroponie, minimum 400 kilos au mètre carré, et puis le poids exact à définir en fonction de la technique d'hydroponie choisie. Si on passe maintenant à l'aquaponie, qu'est-ce que l'aquaponie? Je ne sais je pense que maintenant de plus en plus d'entre vous ont sans doute entendu parler de l'aquaponie. Juste pour rappel, donc c'est une combinaison d'un élevage de poissons avec un système de production hors sol de végétaux. On nourrit les poissons, les déjections des poissons sont digérées par des bactéries qui sont du coup, les bactéries permettent de fournir les nutriments nécessaires aux plantes qui, elles, vont pousser sur un système souvent hydroponique, hein, donc sur un substrat euh, qui va être récupéré. Et ça permet aussi d'avoir un circuit fermé au niveau de l'eau et donc d'utiliser nettement moins d'eau que si l'on était en pleine terre. On se rend compte donc qu'on a une consommation réduite, que on a moins de déchets puisque on doit les déchets d'épuration de l'élevage de poissons sont directement réinjectés sous forme de nutriments pour les végétaux. Et bien sûr, on utilise nettement moins d'intrants chimiques, non seulement parce qu'ils ne sont pas nécessaires, mais en plus puisque le système d'élevage de poissons est très fragile et donc il est souvent interdit d'utiliser des pesticides qui détruiraient tout à fait l'écosystème. Un troisième exemple, c'est la culture en cave. Et donc là, bien sûr, on peut produire des chicons, des champignons, de la micropousse, tout ce qui peut être produit sans lumière ou avec de la lumière artificielle qui va être apportée par des lampes horticoles. Souvent, on se rend compte que ces caves sont peu exploitées. C'est quelque chose auquel on ne pense pas souvent. Bien sûr, ça demande de l'aménagement puisque souvent les caves n'ont pas été pensées pour, mais en tout cas, heu, de plus en plus, on peut imaginer, réhabiliter certaines caves pour les utiliser pour de la production. Ça peut être réfléchi aussi pour des anciens sites de stationnement, puisque de plus en plus dans les villes, on essaie de réduire l'aspect et l'importance de la voiture et donc de récupérer des places de parking. Et donc là aussi, certains promoteurs réfléchissent à réutiliser ou réemployer, réaménager des emplacements de parking pour les utiliser comme on utiliserait une cave. Hem, Quelques avantages de la culture en cave, c'est que bien sûr, on a une inertie thermique qui est intéressante, notamment en été, puisqu'on garde une certaine humidité et une certaine fraîcheur, même en cas de canicule. Et en général, même en hiver, on a peu de risque de gel. Donc, on a des variations thermiques pardon, qui sont relativement peu importantes. Bien sûr, il faut réfléchir à une bonne ventilation pour avoir une certaine humidité, mais pas trop. Et donc, ça, c'est quelque chose sur laquelle il faut réfléchir. L'éclairage, ça, on en a parlé, bien sûr, du coup, tout ce qui est gestion des eaux usées qu'il faudra traiter. Et puis, bien sûr, la réversibilité, puisque l'on est dans un bâtiment et donc
voilà, penser le bâtiment pour qu'il soit réversible dès le départ, c'est toujours du coup quelque chose qui est intéressant d'un point de vue de l'agriculture urbaine. Pareil là, réfléchir à tout ce qui est zone de stockage, local technique, la conservation, le nettoyage, les accès, donc les ascenseurs et les monts de charge. Souvent, dans, hem, c'est difficile d'utiliser le même, ascenseur que pour les accès privés puisque, si on doit, déplacer de la terre ou des 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 végétaux produits, ça va amener, de des désagréments que souvent les privatifs, les parties privatives ne souhaitent pas avoir et donc avoir un ascenseur ou un monte charge qui est dédié, c'est toujours quelque chose d'important. Hem, pour en revenir, à l'aquaponie, bien sûr, l'accès à l'eau, ça f et c'est forcément ce qu'il y a de plus important puisqu'on en utilise beaucoup. Une portance assez élevée, un minimum 1000 kilogrammes par mètre carré. Hem, donc voilà, en termes de superficie nécessaire, un exemple, la ferme Big utilise 6000 m², heu et il y a l'écovillage à côté qui fait, 3600 m², mais qui n'est pas en toiture. Hem, en termes de culture bac, 400 kilogrammes par mètre carré minimum. Là aussi, pensez à la récupération des eaux de pluie. On peut aussi, imaginer ne pas faire de bac, mais en tout cas, reconstituer une parcelle sur la totalité de la toiture, de la surface nette de la toiture, comme si on était en pleine terre. Ce qui peut, être un avantage en termes de technique et de facilité, de production. Et là aussi, réfléchir à minimum 400 kilogrammes par mètre carré, comme, comme pour le reste. Heu, réfléchir en termes d'accessibilité, c'est pas parce qu'on est, en toiture et que l'on a, des bacs ou que l'on reconstitue un système que l'accessibilité ne doit pas être pensée. Si vous devez accueillir du public, vous devez, penser à avoir des espaces accessibles aux personnes à mobilité réduite comme n'importe quelle autre surface publique. Pensez aussi que, bah, entre les bacs ou entre les zones de production, on doit pouvoir passer avec, des outils, et aussi on doit pouvoir, si, on utilise, des bacs, pouvoir avoir accès facilement, au milieu du bac. Si le bac est tellement grand qu'une personne ne peut pas avoir accès au milieu du bac, ce ça ne cette surface, elle ne sera pas disponible et ce ne sera pas très pratique. Hem, bien sûr aussi, il faut, réfléchir à tout ce qui est, technique, hem, donc tout ce qui est, mise en place des bacs ou de la structure au-dessus de l'étanchéité et donc de tout ce qui toutes les couches techniques nécessaires pour pouvoir, utiliser la toiture ou la dalle, hors sol, comme un système de production. Donc pour en revenir, très rapidement au message que l'on voulait faire passer, c'était dès le départ, se poser la question, non seulement comment intégrer de l'agriculture urbaine, mais aussi est-ce que c'est possible et pourquoi? Donc, posez-vous aussi la question de l'intérêt, de mettre de l'agriculture urbaine, dans tel ou tel projet, par rapport à l'ensemble de ce qui est construit autour notamment. Vous posez la question le plus tôt possible dès le commencement du projet et bien sûr de réfléchir par rapport au contexte global, du projet, et du quartier. Quelques sources, sur lesquelles vous pourrez, trouver, plus d'informations, et sur lesquelles, pas mal de réponses sans doute aux questions que vous avez encore et auxquelles, je vais répondre.
Merci. Oui, on peut mentionner aussi le guide, hein, tu avais mis dans les Oui, ressources. tout à fait, Il y a eu un grand travail du facilitateur. Tu peux remettre tout à fait. le dernier slide? C'est celui-là? Ouais, Ou celui-là ou voilà. le Donc, il y a des fiches en fait, techniques pour intégrer l'agriculture urbaine dans les bâtiments tout à fait. durables en matière d'agriculture urbaine. Donc, c'est le facilitateur qui a créé ça pour, le département bâtiments durables. Merci beaucoup Candice, je vais couper l'enregistrement.